Imaginons un instant nager en plein océan et tomber nez à nez avec un animal qui possède un véritable toit ouvrant translucide, genre intégré directement dans son crâne. Ah ouais, vu comme ça, on a l'impression de décrire une espèce extraterrestre. Ou franchement, un très mauvais roman de science-fiction. Mais c'est clair. Et pourtant, c'est la réalité pure et dure de notre planète. Pour notre plongée d'aujourd'hui, on va explorer des recherches fascinantes qui viennent de l'aquaculture de haut niveau. Tout à fait. Et notre mission, c'est de décortiquer des notes scientifiques qui sont extrêmement denses. Oui, les fameuses notes de classe, le Solem 1, classe 4, c'est rempli de termes complexes, mais on va comprendre ensemble comment toute cette mécanique de la reproduction des poissons fonctionne réellement. Parce qu'on va vite s'en rendre compte, la biologie marine, c'est pas du tout un truc simple. Oh que non, elle fait plutôt dans l'efficacité impitoyable, quoi. En fait, rien n'est laissé au hasard. Chaque bizarrerie anatomique est une stratégie de survie forgée par des millions d'années d'évolution. C'est fascinant. Alors commençons par le tout début. La naissance, ou plutôt comment et où un futur poisson grandit avant même d'avoir la capacité de nager. Alors pour ça, il faut savoir qu'il y a 3 grandes stratégies de développement embryonnaire sous l'eau. Et la toute première, curieusement, c'est de loin la plus rare. C'est ce qu'on appelle la viviparité. D'accord, la viviparité. Voilà, dans ce système, la femelle incube les œufs à l'intérieur de son propre corps. Mais le truc fou, c'est qu'il existe un lien physique direct entre la mère et l'embryon pour le nourrir. Et ce lien porte un nom très précis, ce sont les trophothénies. Attends 2 secondes. Trophothénie. Donc c'est genre un cordon ombilical sous-marin? Exactement. Mais je pensais sincèrement que les poissons n'avaient pas ce genre de biologie. C'est un truc de mammifère normalement. Et c'est bien pour ça que c'est ultra rare. Ça concerne à peu près 1% des poissons dans le monde. Mais fonctionnellement, oui, les trophothanésies agissent comme un réseau de transfert. La mère nourrit activement son petit en continu jusqu'à la naissance. Ah ouais, waouh. Mais j'imagine que ça doit lui demander une énergie colossale. Ce qui nous amène, du coup, à une méthode un peu hybride que j'ai repérée dans les sources, l'ovoviviparité. Ah, l'ovoviviparité, oui. Si on suit la logique, avec le préfixe ovo pour œuf, est-ce que ça veut dire que l'œuf reste dans la mer mais qu'elle ne le nourrit plus? C'est exactement la différence fondamentale. Dans ce cas-là, la mère offre un abri. Elle protège l'œuf contre le froid et les prédateurs, mais elle coupe les vivres. L'embryon doit se débrouiller, et pour ça, il utilise le vitellus. Le vitellus. Donc c'est un peu comme une boîte à lunch préemballée. C'est la métaphore parfaite, oui. Le bébé est au chaud, mais pour manger, il ouvre sa propre boîte à lunch, ce sac nutritif intégré à l'œuf. Et il ne prend rien à sa mère? C'est ça. C'est un compromis génial. On a la sécurité sans le coût métabolique fou pour la mère. Mais bon, la norme absolue dans les océans, ça reste la 3e stratégie, l'oviparité. L'oviparité. Donc là, c'est ce qu'on imagine tous quand on pense aux poissons, quoi. Totalement. Pas d'incubation interne, la femelle expulse ses œufs, le mâle expulse ses spermatozoïdes, et paf, la rencontre se fait dehors, dans l'eau. C'est une fécondation externe. Et cet acte, cette expulsion, c'est ce qu'on appelle le frai. Ok, le frais. Mais ce frais, il se passe pas n'importe où. Et là, l'environnement entre en jeu. Parce que l'eau douce et l'eau salée, chimiquement, c'est pas du tout la même chose. Absolument pas. Les sources classent les poissons selon leur milieu. Il y a les cas simples, comme les dulsaquicoles. Ça, ce sont les poissons d'eau douce, genre la carpe, qui vivent toute leur vie dans un lac. Oui, et à l'opposé, on a les poissons marins qui passent 100% de leur temps en eau salée. Sauf que, entre la rivière et l'océan, il y a des estuaires. Et là, on a des petits malins, les opportunistes marins estuariens. Ah, les opportunistes? Si j'ai bien compris, ce sont des poissons de mer, comme le mulet, qui font l'aller-retour. Ils se disent genre « Oh, il y a de la nourriture là-bas, je vais aller dans l'estuaire même si l'eau est moins salée. » Exactement. Ils tolèrent les changements de salinité pour manger. Mais il y a aussi les estuariens. Eux, ils ne font pas que passer. C'est leur maison, quoi. Voilà. Comme le puits qui vit et se reproduit uniquement dans cet environnement super instable. Mais ce qui est vraiment fascinant ici, c'est les migrateurs extrêmes. Ah oui, les fameux trajets domicile-travail de l'enfer. C'est ça. On parle des anadromes et des catadromes. Les anadromes, comme le saumon, vivent dans l'océan pour grandir, parce qu'ils plein de nourriture. Mais pour le frais, ils remontent à contre-courant vers le réviel d'eau douce natale. Mais pourquoi ils s'infligent ça? C'est épuisant, hein. Parce que l'océan est un champ de mines de prédateurs. L'eau douce est beaucoup plus sûre pour les œufs. Ils se sacrifient pour leur bébé. Et le truc fou, c'est que les catadromes font l'inverse absolu. Les catadromes, l'inverse, donc ils vivent en eau douce et vont pondre en mer. C'est ça.
L'anguille, par exemple, grandit tranquillement en rivière, puis elle part traverser l'océan pour aller pondre dans des abysses comme la mer des Sargasses. C'est dingue. Mais avec des trajets pareils, trouver un partenaire au bon endroit, c'est un miracle. Et c'est là que la fluidité de l'identité sexuelle devient super créative. Totalement. La nature déteste l'échec, donc elle a prévu des plans B. D'habitude, on pense au gonochorisme. On est mâle ou femelle et on y reste. Le système classique, oui. Mais là, on découvre l'hermaphrodisme synchronique. C'est quoi ce terme? L'hermaphrodisme synchronique, c'est posséder les organes mâles et femelles en même temps, pleinement fonctionnels. Le mode solo ultime. Donc si le poisson est tout seul, il peut faire de l'autofécondation. Oui, l'autofécondation est possible. C'est une assurance survie incroyable. Waouh. Mais il y a aussi l'hermaphrodisme conservateur. Là, si on lit les notes, on n'a pas les deux sexes en même temps, mais on change de sexe en cours de route. C'est exactement ça. Le poisson change de sexe selon ses besoins. Et il y a deux directions. D'abord, le changement protogénique. Proto pour premier, gyno pour femelle. On est femelle et plus tard on devient mâle. Ok. Et l'autre? L'autre, c'est le changement protandrico. On est mâle et on devient femelle. Attends, le poisson clown, c'est l'exemple parfait du protandrique non. Donc si on suit la biologie, quand la maman de Nemo disparaît, le papa de Nemo, il aurait techniquement dû se transformer en maman. Eh oui, biologiquement, le plus gros mâle devient la femelle dominante du récif. Le dessin animé a un peu caché cette réalité. Mais on a encore plus fort, les réversions sexuelles multiples. Multiples, genre il change plusieurs fois? Comme le goby, oui. S'il manque de mâle, il devient mâle. Si la situation s'inverse, il redevient femelle. C'est hyper pratique. Bon, donc ils ont trouvé leur partenaire, défini leur sexe, et maintenant, la ponte. Et un œuf de poisson, c'est pas juste une bite de gélatine. Loin de là. L'ingénierie dépend du destin de l'œuf. On a l'équipe des œufs pélagiques. Eux, ils sont ultra légers. Ils ont souvent une goutte d'huile pour flotter et partir à la dérive avec les courants. Flotter à la dérive. Mais c'est un buffet à volonté pour les prédateurs. C'est très risqué, mais ça permet la dispersion sur de vastes territoires. Et de l'autre côté, on a les œufs de démersault. Eux, ils sont denses, ils coulent direct et se collent au fond de l'eau, sur des rochers. Et la façon de les pondre change aussi selon l'espèce. Dans les notes, on parle des désovadorèses totales, les reproducteurs totaux. Moi, je les vois comme des joueurs de casino qui font tapis. Une très bonne analogie. Les salmonidés libèrent tous leurs œufs en une fois, des œufs énormes de 5 à 7 mm. C'est le tout pour le tout. Et à l'inverse, on a les désovadorèses partielles, les reproducteurs partiels, comme le turbo, qui agit comme un investisseur prudent. Il pond des petits œufs de 1 mm, mais il étale ça sur 5 à 9 mois. C'est la couverture ultra dense, la véritable armure de l'œuf. Et c'est là qu'intervient le micropyle. J'adore cette structure. Si le chorion est l'armure, le micropyle, c'est la seule porte d'entrée. Exactement. C'est genre l'entrée VIP d'une boîte de nuit microscopique. Mais s'il y a des millions de spermatozoïdes qui veulent entrer, qu'est-ce qui les empêche de tous s'engouffrer? Il y a un videur? En quelque sorte, oui. Car si plusieurs entrent, c'est fatal pour l'œuf. Le micropyle, c'est un entonnoir si étroit qu'à la base, un seul spermatozoïde peut passer. Et une fois qu'il est dedans, paf, réaction chimique, le chorion se durcit, le micropyle se scelle. Le videur ferme la porte pour de bon. C'est dingue! Mais comment les poissons savent que c'est le moment exact pour produire tout ça? Parce que y a pas de calendrier sous l'eau. Tout ça nous amène à l'âge hormonal. L'axe hormonal, c'est l'environnement qui est le chef d'orchestre. L'information part de l'environnement, va au système sensoriel, au cerveau, puis à l'hypophyse et enfin aux gonades. Et c'est là qu'on reparle de notre fameux toit ouvrant du début. Moi, c'est ce qui m'a le plus étonné. Dans le crâne du poisson, il y a la ventana pinéale, une vraie petite fenêtre translucide. Exactement. Et sous cette ventana pinéale, on trouve l'organopinéal, l'épiphyse. Donc, la fenêtre laisse passer la lumière et l'organopinéal agit comme un panneau solaire. C'est tout à fait ça. Il surveille le photopériodo, c'est-à-dire la durée du jour. Et ça déclenche la production de mélatonine. La mélatonine, chez nous, ça fait dormir, mais chez eux, c'est l'horloge des saisons, non? Voilà. Elle dit au cerveau que c'est le moment. Le signal descend alors vers l'hypothalamus et l'hypophyse. Mais là, il y a une vraie bizarrerie anatomique. Oui, j'ai vu ça. L'absence de système portal vasculaire. Contrairement aux autres animaux, ils n'ont pas ce système de vaisseau sanguin pour relier l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est incroyable. C'est un câblage direct. Les neurones descendent et se branchent physiquement sur l'hypophyse. C'est de l'électrique au lieu du postal.
Et en plus, leurs hormones, comme la FSH et la LH, sont dans des cellules complètement séparées. D'accord, donc le cerveau a vu la lumière, l'alerte a été donnée via ce câblage électrique de l'hypophyse. Mais comment les usines de production, les gonades, fabriquent le produit final? Si on regarde les mâles d'abord. Au limal, il y a deux équipes. L'équipe hormonale, ce sont les cellulases de Leydig. Elles produisent le carburant androgène. C'est la fameuse 11-cétostérona ou 11-KT, c'est ça? Pas de la testostérone classique. C'est ça. Cette 11KT active l'équipe de management, les cellulases de Sertoli. Et ces managers dirigent l'espermatogénèse, la fabrication des spermatozoïdes. Stades 1 et 2 pour se multiplier, stades 3 à 6 pour mûrir. Ok, cellulase de Leydig, cellulase de Sertoli et espermatogénèse. C'est clair. Mais alors, côté femelle, la fabrication de cet œuf géant, c'est une autre paire de manches. C'est d'une complexité vertigineuse. Tout commence avec l'estroctura del folliculo. L'œuf est protégé par 3 couches. Donc si je reprends les notes, on a la TK à l'extérieur, puis la granulosa et enfin la zona radiata, la plus proche de l'œuf. Parfait. Mais la vraie magie, c'est la vitellogénèse. C'est le moment de remplir la boîte à lunch, le fameux vitellus. Sauf que l'ovaire ne sait pas faire ça tout seul. C'est ça qui est fou. L'ovaire produit une hormone, le 17-bêta-estradiol ou E2, et il l'envoie Au hígado, au foie. exactement. Le foie agit comme une immense usine de sous-traitance externe. C'est comme commander son repas par la poste. Le hígado reçoit le signal E2 et il fabrique la vitellogénina ou VTG. Puis il renvoie cette énorme protéine VTG à l'ovaire pour nourrir l'œuf. Sauf que, comme on le devine, la VTG est trop grosse. L'embryon ne peut pas l'absorber telle quelle. Bah oui, c'est un morceau géant. Et c'est là qu'arrivent les catepsinas. Oui, les catepsinas, ce sont des enzymes qui agissent comme des millions de petits ciseaux. Elles découpent la VTG en acides aminés libres. D'accord, donc on a plein de petits morceaux, et apparemment, ça déclenche le phénomène le plus spectaculaire de la fin de Nil, l'hydratation. Exactement. Ce découpage crée une pression telle que l'œuf aspire littéralement l'eau environnante. Et la quantité d'eau, c'est juste hallucinant. Ça représente 67 à 75% de la taille finale de l'œuf. C'est une vraie bombe à eau. Et c'est ce qui décide du futur du poisson. Si l'hydratation est maximale, l'œuf gonfle, devient léger et flotte. C'est une espèce pélagophylace. Et s'il est moins hydraté, il est lourd, il coule. Et on a une espèce bantophylace. Exactement. Waouh! Quand on résume tout, c'est juste vertigineux. D'un simple toit ouvrant dans le crâne qui mesure le soleil, à une usine délocalisée dans le foie, jusqu'à un œuf gonflé à l'eau de mer atterrissant dans l'océan avec sa porte VIP microscopique, la biologie en aquaculture, c'est d'une précision chirurgicale. Absolument. Mais cela soulève une question importante pour terminer. Si l'ensemble de ce système reproductif dépend à 100% d'un enchaînement environnemental parfait, la lumière frappant la fenêtre pinéale, la température, la salinité, on peut se demander ce qui va se passer avec les changements climatiques. C'est vrai, mais Avec quelle rapidité ces horloges biologiques internes pourront s'adapter si la nature de nos océans et de nos rivières change de manière inattendue? Le mécanisme est tellement fin qu'un petit grain de sable pourrait tout bloquer. c'est une pensée très provocatrice et honnêtement, ça donne matière à réflexion sur la fragilité de nos écosystèmes. On vous laisse méditer là-dessus. Enfin, on invite tout le monde à y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette plongée profonde dans la vie secrète des poissons et à la prochaine pour une nouvelle exploration scientifique.